Stéphane Bourgoin. Le premier C. rime d'un serial K. Il les reste toujours un mystère. Contrairement à ce que montre la série Mien d'un thé, créée à partir des écrits de l'agent John Douglas, le terme de serial killer n'aurait pas été imaginé au sein du BI vers la fin des années 1970. Comme beaucoup, j'ai longtemps cru que le terme avait été inventé par un agent du BI. Ils ont d'ailleurs été plusieurs à s'en disputer la paternité. En fait, on trouve cette référence, déjà, dans la bouche du directeur de la police criminelle à Berlin, Hans Jenna, qui a travaillé dans les années 1930 sur le cas du vampire de Düsseldorf-Pettekürten. Hans Jenna emploie pour la première fois la dénomination de serial murderer en 1932, lors d'un entretien qu'il accorde à un journal, entretien publié par un psychiatre allemand, Karl Berg, lequel avait longuement interrogé Pettekürten. Il faisait alors référence à ce que l'on appelle aujourd'hui un tueur en série. Cela dit, ce sont les agents du BI qui ont inscrit ce terme dans le marbre dans les années 1980. Alors qu'auparavant, on qualifiait ce type de personnage de mass murderer ou de tueur fou. La définition de tueur en série communément admise vaut pour quelqu'un qui a commis au moins 3 meurtres, espacés dans le temps. Vous y ajoutez un mobile d'ordre psychologique. Pourquoi ? Cela permet de différencier ce type de criminels de tueurs professionnels comme les tueurs à gages, par exemple. Les tueurs en série sont presque tous des psychopathes, des gens qui ont des troubles du comportement, perversion, sadisme, nécrophilie, etc., mais qui ne souffrent pas de maladie mentale. Toute société compte en son sein 2% à 3% de personnes qui ont des troubles de psychopathie. Ils sont menteurs, manipulateurs, ne s'intéressent qu'à eux. Ils ont tout à fait conscience de leurs actes mais s'en moquent totalement. Pour eux, les victimes sont des objets destinés à assouvir leurs pulsions. Selon vous, ils font même le choix de devenir tueurs en série. Oui, parce qu'on ne naît pas tueur en série. On le devient. Ces criminels franchissent en effet un certain nombre de paliers. Lorsqu'on examine le parcours des tueurs en série, Louis, Guy Georges, Patrice Allègre, Jacques Ranson, etc., ils ont tous un parcours dans la délinquance dite ordinaire avant de passer aux crimes les plus graves. Ils continuent d'ailleurs à commettre des actes de délinquance tout en étant des tueurs en série. Avant de commettre sa première agression sexuelle, vers 15 ans, Jacques Ranson, dit le tueur de la gare de Perpignan dont le procès vient de se terminer, a déjà volé 48 véhicules. Même chose pour Patrice Allègre. Il est dans le trafic de stupéfiants, des cambriolages, des vols à caractère fétichiste, devient le bras armé d'un proxénète à Toulouse, videur de boîtes de nuit et dealer, avant de devenir tueur en série. Ils auraient pu ne pas devenir tueurs en série. Tout à fait, c'est une volonté délibérée chez eux. Ils sont souvent mus par un fantasme, qui peut être une haine vis-à-vis des femmes, de leur mère, de la société, etc. Il est vrai que leur premier crime reste toujours un mystère. Ils se trouvent confrontés, cette fois-là, à une situation où ils sont en capacité d'incarner leur fantasme dans la vie réelle. Puis ils se rendent compte que ça leur plaît, d'où leur envie de réitérer leurs actes. Donald Harvey, l'infirmier de la mort américain qui a assassiné 87 personnes m'a dit, textuellement: lorsque je tue, pour la première fois de mon existence je ne suis plus une victime. C'est moi qui décide de la mort de telle ou telle personne, je deviens en quelque sorte l'égal de Dieu. Vos entretiens avec des serial killers vous ont-ils montré, comme l'indique l'expert psychiatre Daniel Zaguri, que ces criminels ont subi des carences ou des déficiences graves dans leur toute petite enfance? Oui, je suis totalement en accord avec Daniel Zaguri. On découvre presque toujours des familles dysfonctionnelles, des problèmes d'alcool et ou de drogue au sein de la cellule familiale, d'abandon parental, une absence récurrente de la figure paternelle, des abus physiques, psychologiques ou sexuels. Mais comme Daniel Zaguri, j'insiste aussi sur le fait que des milliers d'enfants maltraités ou abusés ne choisissent pas de devenir des délinquants, et encore moins des tueurs en série. Les estimez-vous plus intelligents que la moyenne? Il s'agit d'une image véhiculée par la fiction, le plus souvent quelqu'un d'omniscient, de manipulateur, qui calcule les choses à l'avance tel un joueur d'échecs. C'est vrai d'un aide campé, comme on le voit dans la série Mien d'un thé, on lui a trouvé un quotient intellectuel supérieur à celui d'un Stéin, ou d'un Mark Twitchell, comme on s'en aperçoit au travers de son journal personnel, que je publie dans mon livre L'homme qui rêvait d'être Dexter, mais j'en ai rencontré beaucoup de frustes,
S'ils peuvent parfois donner l'impression d'être plus intelligents que la moyenne, c'est qu'ils ont eu affaire à la police et la justice quasiment depuis leur adolescence, qu'ils savent donc comment les enquêtes sont menées, et savent user de ruses et d'intelligence vouées au mal en raison de cette longue expérience dans la délinquance. En anglais, sans qu'on ait un équivalent en français, on les qualifie à raison de stray wise de stray et smart. Peuvent-ils toujours expliquer ce qu'ils ont fait, ou est-ce souvent un point aveugle dont ils ne peuvent rien dire? Mon but, en restant de longues heures avec eux, c'est d'arriver, petit à petit, à ouvrir la porte de communication, de façon que je devienne leur confident, voire une forme d'ami. Or la plupart du temps, ils ont un souvenir très précis des actes qu'ils ont commis, et même de l'état dans lequel ils se sentaient. Seuls 2 ou 3, sur les 77 que j'ai rencontrés, n'ont rien pu me dire. En général, ils sont tout à fait capables d'une forme d'auto-analyse. Quelquefois ils l'expriment de manière très crue, parfois de façon très sophistiquée comme un aide-campé. Cela dit, il faut toujours se rappeler que l'on a affaire à des psychopathes, menteurs invétérés et manipulateurs. Et aide-campé a pu passer plus de 10 heures à m'évoquer un seul de ces crimes. Et cela 20 ans après les faits. J'ai mené plus de 300 heures d'entretien avec lui, vous en trouverez des extraits sur YouTube. Il est un peu un cas à part dans la profondeur de l'auto-analyse, même s'il me ment à de nombreuses reprises. À l'opposé, certains peuvent se montrer incapables de s'exprimer par la parole. C'est le cas de Jacques Rançon, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le 26 mars. Je ne l'ai pas rencontré, mais au vu des procès-verbaux de ses interrogatoires et des images de reconstitution de ses crimes, on s'aperçoit qu'il est très à l'aise. Lors des reconstitutions, il décrit tous ses gestes dans les moindres détails, notamment comment il découpe ses victimes à la lueur du clair de lune, alors qu'il a paru tétanisé et quasi muet lorsqu'on le questionnait pendant les 3 semaines de son procès à Perpignan. Lire aussi. Mark Twitchell, un serial killer à la Dexter. Êtes-vous sollicité, comme conseiller, en France, pour des fictions traitant de tueurs en série? J'ai surtout initié, dès les années 1990, les premières émissions de télévision, documentaires ou reportages, sur les tueurs en série. De nombreux clins d'œil ont été faits à mon travail dans des fictions, ne serait-ce que dans la série La Menthe de TF1, achetée par Netflix, mais sans que je participe au scénario. Récemment, j'ai signé un contrat pour écrire, avec Jérôme Camus et Nathalie Hugues, une série de fiction pour la télévision,